nous avons ici la stèle d'un Posarius d'Isis, donc un personnage qui appartenait au clergé de la déesse et au clergé arlésien. Nous avons donc sa stèle funéraire. Elle est datée des 2e-3e siècles après Jésus-Christ. Et il est marqué que la stèle est dédiée au dieu Man de Maximinus, fils de Festus, qui était Posarius d'Isis, et la stèle a été dédiée par ses collègues arlésiens, donc qui ont fait élever cette inscription. Cette inscription pour nous est très importante puisqu'elle indique non seulement qu'il y avait un culte de la déesse, en tout cas des dévots dans la ville, mais surtout qu'il y avait tout un ensemble, tout un collège sacerdotal, et qui dit des Posarius dit aussi d'autres personnes du clergé. Donc il y avait également, bien entendu, un temple dédié à la déesse dans la cité. Alors, ce qui est intéressant, lorsqu'on étudie l'architecture liée à la franc-maçonnerie, on voit souvent des références plutôt liées à l'architecture, disons, classique, c'est-à-dire inspirée de l'Antiquité gréco-romaine. Mais on voit quand même souvent des références à l'Antiquité égyptienne. Alors, c'est assez troublant parce que pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces références? Pourquoi utiliser l'Égypte? Donc, il y a plusieurs pistes, certainement, mais je pense que c'est lié... D'abord, au fait que l'architecture égyptienne est vraiment associée au mystère. Les mystères qu'il devait y avoir dans les pyramides. Il y a eu des livres aussi qui montraient par exemple l'éducation initiatique. Il y a également quelque chose qui est indéniable, c'était une volonté de s'éloigner des formes traditionnelles qui étaient liées plutôt au christianisme. Donc autant on voyait par exemple les cathédrales, le gothique, ça fait penser évidemment à la franc-maçonnerie des premiers temps, la franc-maçonnerie que l'on qualifie d'opérative, mais en même temps ça fait penser à une église ou donc à un bâtiment religieux. Alors qu'un temple maçonnique justement qui serait égyptien, ça pourrait montrer que ce n'est pas lié à la chrétienté, c'est une autre voie, c'est quelque chose d'autre. Il peut y avoir également tous les mythes qui sont liés dans la franc-maçonnerie autour de Hiram, qui était le constructeur du temple de Salomon, et qui rappelle par contre des architectes, comme notamment Imhotep, qui était l'architecte de la première pyramide connue. Donc on voit en fait que, même si on ne peut pas les confondre, on voit qu'il y a une tradition qui se rapproche et qui est mise en valeur justement dans les premiers temples maçonniques. On est devant l'obédience du droit humain, qui est une obédience mixte. Donc le bâtiment fête ses 100 ans et il a été commencé en 1912 1912, oui, 1912 par le fondateur Georges Martin qui a acheté le terrain à la ville de Paris. Et Georges Martin et Maria de Rem, dès 1893, donc, ont créé cet ordre mixte parce que Maria de Rem avait été initiée en 1882 dans un atelier d'hommes et elle a dû en démissionner parce que ça ne se passait pas du tout très bien. Donc elle a erré pendant 10 ans sans atelier et avec Georges Martin, ils ont décidé de créer leur propre obédience. Donc là, cette façade, on disait, elle est purement maçonnique. C'est évident que lorsqu'on se promène devant, on remarque qu'elle est d'inspiration égyptienne, mais on ne peut pas forcément la comprendre si on n'a pas les clés. Donc on retrouve la corniche à gorge, on retrouve ces colonnes qui sont assez élancées, donc qui reprennent la forme végétale qu'on pouvait trouver en Égypte. Et on a une balustrade qui alterne, c'est un motif très original, je pense que c'est un des seuls endroits où je l'ai vu, qui alterne le ankh, donc le symbole de la vie, et le pilier de Djed, qui est un des symboles du dieu Ptah, qui était donc le grand démiurge qui fait penser au grand architecte de l'univers. Il y a un autre détail qui est important également dans l'architecture maçonnique, c'est l'entrée, l'importance de l'entrée. Donc là on voit la porte justement qui reprend la forme donc trapézoïdale qui est plutôt une forme égyptienne avec toujours la corniche à gorge et cette devise inscrite, gravée, qui est Ordo ab Chao, donc qui est la devise du rite écossais ancien accepté, qui est un rite qui est donc pratiqué par l'obédience. Et on retrouve les 3 points, qui sont les 3 points maçonniques, le triangle, qui est plutôt quand même une expression qu'on retrouve souvent au 19e siècle, déjà moins au 20e, mais qui est quand même du coup clairement identifiable dans la rue. Dans la tradition rosicrucienne,
Akhenaton a joué un rôle important, mais sur le plan, encore une fois j'insiste, traditionnel, puisque sur le plan historique, la Rose-Croix c'est le XVIIe siècle. Mais la tradition fait remonter donc notre école de mystère, à travers la Morque donc, aux écoles de mystère de l'Égypte antique. Après il y a eu une perpétuation d'héritage. Et on remonte effectivement jusqu'à Akhenaton, que les Rosicruciens ne considèrent pas du tout comme un hérétique, vous l'avez deviné, mais comme quelqu'un qui en son temps a été précurseur. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'égyptologues qui, de nos jours, vous savez certainement, reconnaissent qu'Akhenaton n'a peut-être pas été un bon pharaon au sens qu'il n'a pas peut-être bien géré l'Égypte sur le plan politique, administratif, mais il a été à l'origine d'une révolution culturelle, artistique, et puis sur le plan spirituel ou mystique, il est le père du monothéisme, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'Égypte était polythéiste, les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux, et il a eu l'inspiration, si j'ose dire, de promouvoir un monothéisme d'État, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique symbolisé par le soleil. On est vraiment dans la boîte, donc le décor d'origine, il existe toujours, il est derrière la boîte, il est 60 cm sur les murs d'origine. Alors il n'était pas complet, il manquait beaucoup de choses, en particulier les pilastres en faux marbre, les têtes de pharaon, tout ça, ça a disparu certainement depuis la fin des années 1930, quand le cinéma a été racheté par Pathé et qu'ils ont changé le décor. Donc je dirais que le décor d'origine était de toute façon lacunaire dans ce qu'on a retrouvé en faisant de l'archéologie. Mais il y en avait suffisamment pour qu'on puisse comprendre vraiment comme il était à l'origine quand il était complet. Donc là, on l'a restitué. Là, contrairement au Porche, où on est dans de la restauration, là, on est vraiment dans de la restitution. Mais ce que j'ai souhaité, c'est d'être au plus près du décor d'origine, parce que c'était la volonté de mon confrère de l'époque, Zipsi, qui avait conçu le bâtiment, et qui souhaitait que le décor néo-égyptien des façades se retrouve à l'intérieur, qu'on ait vraiment une continuité entre l'expression extérieure du bâtiment et l'expression intérieure. Et ça s'est perdu, même pas petit à petit, ça s'est perdu, je dirais, brutalement à la fin des années 20, donc quand le décor a changé, et qu'on n'avait plus du tout justement cette relation étroite entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on a souhaité retrouver.